Ce matin, l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, a écrit sur les médias sociaux. On le sait, il est devenu un expert, j'allais dire, en relations internationales, mais aussi en commerce international. J'attire votre attention sur le deuxième paragraphe. M. Charest écrit « Même si personne n'a de sympathie pour Maduro, les Canadiens devraient s'inquiéter du fait que pour le président Trump, la force constitue désormais une raison suffisante pour imposer sa volonté aux autres pays. Cette opération, écrit-il, démontre qu'il est impératif pour le Canada de réduire sa dépendance économique et militaire à l'égard des États-Unis. » On va aller le retrouver, ancien premier ministre Jean Charest, avec nous ce soir au bilan. Bonsoir, M. Charest. Merci d'être là. Merci, M. Larocque. Bonsoir. M. Charest, dites-moi, vous êtes inquiet? Pourquoi devrait-on, ici au Canada, au Québec, être inquiet de la conséquence de ces événements au Venezuela? Parce que le président Trump passe de la parole aux actes. Il avait publié le 25 novembre dernier un papier très important sur la stratégie de sécurité des États-Unis, M. Larocque. Un papier d'une trentaine de pages qui est très révélateur parce que pour la première fois, en toutes lettres, en noir et blanc, le président Trump affirme que les Américains ont un pouvoir sur l'hémisphère des Amériques. Alors, du nord au sud, ça inclut le Canada, et que les pays qui sont sur ce territoire, dans cette géographie, doivent aligner leurs intérêts avec les intérêts américains. Et ce qui est devenu assez important depuis les derniers jours, c'est qu'il est passé de la parole aux actes dans le cas du Venezuela. Ça veut donc dire, M. Larocque, qu'il faut prendre au sérieux ce qu'il dit, ce qu'il affirme, et qu'il a démontré la capacité d'intervenir directement dans un pays étranger s'il pense, lui, que c'est dans l'intérêt des Américains de le faire. Donc, on l'a vu hier soir à bord de son avion présidentiel menacer le Mexique, menacer directement la Colombie, le pays voisin du Venezuela. Donc, on doit le prendre au sérieux, à votre avis? Oui, on doit le prendre au sérieux, dans le cas de la Colombie en particulier. Dans le cas du Mexique, bien évidemment, ils sont dans la même région. Le Mexique s'est exprimé et a exprimé beaucoup de solidarité avec les autres pays de l'Amérique latine, pas parce qu'ils aiment M. Maduro en passant. Parce que pour être très clair, là, ces choses-là, c'est jamais noir et blanc. Le gouvernement Maduro, M. Larocque, là, c'est un gouvernement criminel déguisé en gouvernement. Et une organisation criminelle déguisée en gouvernement. Et donc, il y a des reproches très importants à lui faire. Maintenant, c'est sur la manière. Écoutez, entrer dans un pays étranger, enlever physiquement un président et son épouse pour le ramener aux États-Unis, honnêtement, il faut le faire. Et il n'est pas allé au point, M. Larocque, d'investir le territoire avec des soldats américains. Ça, ce serait plus difficile pour lui de le faire pour deux raisons. Parce que légalement, en théorie, ça prend l'approbation du Congrès pour entrer en guerre. Et donc, c'est une difficulté. La deuxième difficulté, elle est vraiment d'ordre politique parce que dans la base politique de M. Trump, il y a une très forte opposition à des interventions américaines en territoire étranger. Il reflète ce sentiment d'isolationnisme qui existe aux États-Unis depuis 250 ans. Là. C'est pas nouveau. Là. Quand le pays a été créé, le premier président a dit « c'est pas de nos affaires ce qui se passe ailleurs ». Alors ça, c'est très ancré dans la culture américaine. Mais ce qui est préoccupant, c'est la démonstration de M. Trump qui passe de la parole aux actes. Et pour tous les autres pays qu'il a visés depuis ce temps-là, il faut en prendre. M. Charest, je me posais la question, et plusieurs ont m'écrit là, pour me poser cette même question-là. Il y a un an ou à peu près, il prenait le pouvoir et on a l'impression déjà que ça fait 10 ans, mais ça fait à peine un an qu'il a repris le pouvoir. Il menaçait le Canada avec son 51e État. Dites-moi, il n'en parle plus depuis un petit moment déjà. Est-ce que c'est un dossier classé ou, attention, il pourrait remettre le Canada dans sa ligne de tir, dans son collimateur? Il pourrait remettre le Canada sur sa ligne de mire. Maintenant, est-ce qu'il envahirait le pays avec des militaires? Je ne le crois pas. D'ailleurs, il a déjà affirmé que non, il ne serait jamais question pour lui d'imposer une présence militaire des Américains sur notre territoire. Il a déjà remis en question nos frontières. Il l'a fait à 2 reprises. Et sur le 51e État, il n'y a personne de sérieux aux États-Unis qui l'a suivi. Cependant, dans le document qu'ils ont publié le 25 novembre dernier, qui est extrêmement important, la première partie du document
fait référence aux intérêts de l'hémisphère, ça inclut le Canada. Il dit ceci, nous allons protéger nos chaînes d'approvisionnement, nous allons nous assurer qu'on a accès à des minéraux critiques. Ça, c'est le Canada. Il y a les questions de l'eau, il ne mentionne pas dans le document. Mais ça, ce que ça veut dire en pratique, M. Larocque, c'est que tous les pays dans l'hémisphère, incluant le Canada, doivent aligner leurs intérêts avec les intérêts américains, à défaut de quoi nous serons sanctionnés. Mais, M. Charest, est-ce que ça veut dire qu'éventuellement, nous aurons à nous mettre à genoux? C'est un peu ça que la nouvelle doctrine de Trump, la doctrine américaine? Ben, c'est ce qu'on appelle des États vassals. C'est un vieux concept qui dit il y a un État central et autour de ce pays-là, il y a d'autres pays qui doivent rendre hommage à celui qui a le pouvoir au milieu de tous ces pays-là. C'est le concept de Donald Trump, celui d'une superpuissance. Ce que ça signifie en pratique, c'est que nous devons, au Canada, M. Larocque, accélérer tout ce que nous avons à faire pour être moins dépendants sur le plan économique des Américains, moins dépendants des Américains sur le plan militaire également, et que nous devons bouger avec un sentiment d'urgence parce que là, à défaut de le faire, on va se rendre encore plus dépendant du régime américain. Et ça veut dire quoi, M. Charest, concrètement? Vivement un autre pipeline vers le Pacifique pour le marché asiatique? Oui, ben ça corrobore exactement ce que M. Carney et Mme Smith ont fait. Et d'ailleurs, l'épisode du Venezuela le corrobore, parce que là, il va avoir accès au pétrole au Venezuela pour justement déprimer les prix, pour se rendre moins dépendant du Canada. Il ne l'a pas dit comme ça, mais c'est le Canada qui est le principal fournisseur de pétrole et gaz aux États-Unis. Ils consomment 20 millions de barils par jour. On leur en fournit 4 à 5 millions par jour. Ils produisent eux-mêmes 13,6 millions de barils par jour. Ils sont les plus importants producteurs de pétrole et gaz. Et là, ce qu'il affirme, c'est qu'il va avoir accès au pétrole du Venezuela. Pourquoi? Parce qu'ils en ont besoin pour leur économie à eux et parce qu'en même temps, ça va déprimer les prix et ça va rendre les États-Unis plus compétitifs. Attention, entre le dire et le faire, ça prendrait au moins, selon les experts qu'on a entendus, une dizaine d'années avant de pouvoir reconstruire la capacité du pays au Venezuela pour repartir la production à un niveau qui serait intéressant pour les États-Unis. Alors, c'est pas demain, mais c'est la vision que M. Trump défend. Alors, voilà pourquoi il y a raison d'être inquiet en se laissant, parce que Dieu que le temps file vite, M. Charest, parlons un peu de politique québécoise. Je suis sûr que vous insistez pour en parler. Un mot, je vous pose la question, qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui s'est passé au Parti libéral du Québec, M. Charest? Ben, je veux pas m'immiscer dans la course au leadership, mais je veux juste réitérer une chose sur laquelle je pense que tout le monde doit être d'accord. C'est très important pour nous d'avoir un choix aux prochaines élections générales, M. Larocque. Alors que vous soyez ou non libéral, je pense que objectivement, avec une certaine sagesse, on doit espérer que le Parti libéral du Québec puisse offrir un choix solide aux prochaines élections générales pour que les Québécois, eux, puissent justement déterminer leur propre avenir en fonction de ces choix-là. Il y a quelques mois du déclenchement de l'élection, c'est difficile pour les libéraux. Est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait une course, d'après vous? On le voit, là, je ne veux pas vous forcer à prendre position, mais bon, le nom Charles Milliard, évidemment, qui est arrivé deuxième, circule beaucoup. Un couronnement ou une course à tout prix pour vous? Ben, ça dépend des candidats et ça pourrait être une course, ça pourrait être un couronnement. On le verra probablement dans les prochaines semaines. On aura la réponse d'ici la fin du mois de janvier. Le parti a annoncé hier les règles. Alors, on le saura assez rapidement. Mais est-ce que c'est possible pour le Parti libéral du Québec d'avoir un nouveau chef et de réussir une campagne électorale, même de se faire élire comme gouvernement? Allez voir ce qui s'est passé du côté fédéral. Personne n'attendait le résultat que nous avons eu dans la dernière année. Alors, en politique, oui, 6 mois, c'est une éternité, comme le disait M. Bourassa, et tout est possible. Souhaitons surtout que les Québécois puissent avoir un choix lors de la prochaine élection générale au Québec. M. Charest, toujours un plaisir. Merci d'avoir été avec nous au bilan. Et bonne année 2026. Elle va être intéressante, celle-là. Hein? On va convenir de ça. Oui, on va se reparler. Bonne année, M. Larocque. Et je constate que vous n'avez pas perdu votre coup de patin là, quand il est temps de répondre à une question plus directe. Merci, M. Charest. Bonne année. Merci. Au revoir.